Bonsoir et bienvenue, chers amis téléspectateurs, d'où vous nous regardez. Nous vous disons bonsoir. Dans nos émissions de ce soir, nous sommes mardi le 25 octobre 2022. Nous commençons nos émissions de ce soir par les émissions en langue française, comme il est d'habitude tous les mardis. Et je ne suis pas seul, je suis avec un invité de marque, mais qui est vraiment régulier ici dans nos antennes. C'est l'ambassadeur de Jean-Marie Vianney, que je salue parce que ça faisait longtemps, ça faisait quelques semaines qu'on ne s'était pas vu. Et d'ailleurs, mon français a régressé, donc c'est la faute à lui. Bonsoir, ambassadeur de Jean-Marie Vianney. Bonsoir, mon frère Aloïs Sekonga. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'avais un problème technique tout à l'heure. Ah, ok. Non, Oui. mais non, ça va, on vous écoute bien, on vous regarde bien, donc tout va bien. Ok, très bien, merci. Je suis très heureux, comme d'habitude, d'être avec vous ici dans les studios de Radio Rumuri. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous allons parler, comme d'habitude, sur les questions qui regardent la diplomatie et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Comme nos téléspectateurs le savent, vous êtes vraiment la personne la mieux placée pour décortiquer de tels sujets, compte tenu de votre carrière diplomatique, longue carrière diplomatique dans différents pays, votre vécu dans la région des Grands Lacs et vos recherches et vos écrits, vos livres sur la région. Donc voilà, le décor est planté. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à nous parler d'un événement qui a surpris pas mal de gens. Depuis 5, 6 jours, les combats se sont intensifiés encore une fois à l'est de la RDC. L'OM 23, qui est bon, je dirais, vraiment connu de tous. Il est connu de tous que le MV3 est le supplétif du gouvernement de Kagame, qui l'a créé, qui le soutient et qui le finance. Cela ne vient pas de moi, cela vient des rapports, différents rapports des experts des Nations Unies d'ailleurs. Voilà, et puis c'est pas seulement en 2022 et en 2021, hein, vraiment c'est un passé connu, les invasions du Rwanda, les invasions du Congo par le Rwanda, c'est quelque chose qui, bon, on ne compte plus le nombre de fois. Voilà. L'événement nouveau et qui a étonné tout le monde, c'est que depuis l'intensification récente, donc il y a 6 jours, plus ou moins, on se disait, voilà, on s'y attendait d'ailleurs, parce que les Congolais ne devaient pas se laisser faire et laisser occuper son territoire. On s'y attendait, ça devait arriver un jour ou l'autre. Mais l'événement, ce n'est pas cela. La reprise intensive des hostilités. Mais l'événement, c'est que hier, le Rwanda a fait un communiqué officiel condamnant le gouvernement congolais parce que, dit le communiqué, le Congo ne devrait pas reprendre les activités de défense de son territoire. Voilà. Ce qui a étonné tout le monde. Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quelque chose quand même d'étonnant, hein, ambassadeur de Jean-Marie Vianney. Je vous remercie d'abord pour cette introduction.
et les paroles que vous avez prononcées à mon égard. C'est vrai que si je m'intéresse beaucoup à la région et au peuple des Grands Lacs, c'est avant même l'expérience diplomatique, c'est ma propre vie, parce que j'ai vécu dans cette région depuis mon enfance, ma naissance déjà. Entre Bukavu et Cyangugu, j'ai vécu tous les événements malheureux qui ont endeuillé cette région depuis déjà avant l'indépendance, déjà en 60, quelques mois avant l'indépendance. Après l'indépendance, j'ai connu les rébellions Moulélé, j'étais jeune, enfant. J'ai connu l'occupation de Bukavu par les mercenaires de Schram et de tous les gendarmes katangais qui l'avaient accompagné. Et beaucoup d'autres événements avant d'en arriver à 1996, le lancement de la campagne génocidaire par l'armée rwandaise qui a exterminé des centaines de milliers de réfugiés rwandais Hutus et de Hutus congolais et burundais. Donc, ce sont des événements qui ont marqué, qui marquent toute une vie. La diplomatie vient ensuite aiguiser le besoin d'en savoir plus, de comprendre et d'expliquer. Mais c'est vraiment mon vécu personnel qui m'a aiguillonné vers le choix de ce thème comme thème de prédilection dans mes écrits, dans mes analyses, dans mes discussions avec les amis, dans ma tentative de comprendre et de trouver des solutions. Et c'est pourquoi parfois je me permets même de m'adresser aux autorités congolaises ou burundaises, rwandaises naturellement, parce que je pense que je dois quelque chose à ces trois pays et que ces trois pays m'appartiennent quelque part dans ma chair. Eh bien, pour revenir au sujet du jour, moi, je n'ai pas été scandalisé par le communiqué de Kigali, signé d'ailleurs par le porte-parole ou la porte-parole du gouvernement, qui est Madame Makolo, qui est moitié congolaise, moitié rwandaise, mais qui est une fidèle combattante de tout ce que peut penser Paul Kagame. Elle répète, on dirait un perroquet de ce que pense Paul Kagame. Je me demande si ces gens lui donnent des conseils qu'il faudrait. En tout cas, cela répond donc à la logique, vous voyez, la nouvelle provocation des FARDC dans leur pays. Ils ont provoqué, disent-ils, un mouvement rebelle venu du Rwanda et d'Ouganda. Comme je lisais à l'époque, quand je lisais encore les bandes dessinées, je ne sais plus, je ne vais pas donner la marque, deux boxeurs qui étaient sur le ring, et il y en a un qui se faisait frapper sans pouvoir se défendre, et donc il a commencé à circuler, à tourner, et son challenger le poursuivait partout en lui disant « Mais arrête-toi que je te massacre, enfin, arrête-toi ». C'est exactement ce que Kagame dit à Félix Tshisekedi. C'est ce que le Rwanda veut dire à la République démocratique du Congo. Laissez-vous battre, laissez-vous tuer, laissez-vous massacrer, laissez-vous génocider. Ne bougez pas, ne réagissez pas. Et diplomatiquement, évidemment, c'est une catastrophe. Parce que Kagame vient de rééditer la bêtise ou l'erreur qu'il avait commise lors du sommet de Luanda, le sommet tripartite entre lui, Tshisekedi et Lorenzo. Là, il avait visiblement parlé au nom du M23, sans trop qu'on comprenne comment, si un chef d'État parle au nom d'un mouvement rebelle, comment ensuite il va dire qu'il n'a rien à voir avec ce mouvement? Qu'est-ce qui le pousse? Alors, il a expliqué que c'était parce que le M23 se battait pour la défense des Tutsis de la région, des francophones. Ensuite, il a corrigé. Et là, on peut comprendre, mais même là, je pense qu'il doit quand même intégrer une réalité qui le dépasse, c'est que la RDC est une république souveraine. C'est un pays souverain. Ce n'est pas Kagame qui doit dicter l'attitude, les réactions du gouvernement congolais face à des agressions, même à supposer même que cette agression soit purement interne.
le président Kagame n'a pas à apprendre aux Congolais comment s'en défendre. Et là, en l'occurrence, nous le savons tous, les M23 étaient au Rwanda depuis 2013, et en Ouganda pour une partie d'entre eux, et puis se sont retrouvés brusquement au Congo. Nous le savons aussi. Comment, dès lors, le président Kagame, s'il n'est pas vraiment le patron de ce mouvement, pourquoi il doit s'en prendre aux forces armées congolaises en leur disant, tiens, attaquer le M23 qui occupe une partie de votre territoire, c'est agresser, c'est provoquer le Rwanda. Donc, Oui, pour ceux qui je n'ai n'ont pas pas été encore vu, scandalisé par ça, mais j'ai été... C'est Kagame, excusez-moi en de... fait, répond à sa logique et il tombe dans le piège. Et le masque est tombé, une fois de plus. Le masque est tombé, il n'aura plus jamais à dire qu'il n'a pas de relation avec le M23. Voilà, je m'excuse de vous interrompre. Je voulais lire le communiqué aux gens qui nous regardent et qui C'est n'ont ça. pas encore vu ce communiqué. Et comme ça, ils sauront de quoi nous parlons. Voilà. Et donc, vous voyez que c'est un communiqué qui a en tête avec le sceau du pays. Le communiqué qui a comme titre Réponse à la nouvelle provocation des FARDC. La nouvelle provocation des FARDC. Comment les FARDC ont encore une fois provoqué le Rwanda? Ça, c'est un point d'interrogation. Nous allons peut-être trouver une réponse dans le body du communiqué. Contrairement aux affirmations du président de la République démocratique du Congo, RDC, selon lesquelles son pays se concentre à la recherche d'une solution diplomatique aux problèmes de sécurité dans l'Est de la RDC, les déclarations et actions récentes montrent qu'au contraire, le gouvernement de la RDC est décidé à poursuivre l'escalade militaire. En outre, les FARDC continuent d'opérer aux côtés des milices armées irrégulières, dont les FDLR. L'intensification des nouvelles attaques par les FARDC contre le M23, un groupe armé congolais, est une violation manifeste des mécanismes de sécurité régionaux convenus, y compris les processus de Nairobi et de Luanda. L'incitation publique à la haine sur la base de l'appartenance ethnique se poursuit. L'utilisation d'armes lourdes ciblant la zone frontalière du Rwanda et les accusations sans fondement contre le Rwanda qui n'ont pas cessé sont inacceptables. Malgré les provocations continues des autorités et des forces armées de la RDC, le Rwanda réitère son engagement ferme à contribuer à la recherche d'une solution pacifique et durable à l'insécurité régionale dans le respect des accords régionaux convenus. Enfin, le gouvernement rwandais rejette catégoriquement les tentatives continuelles et injustifiées de faire du Rwanda un bouc émissaire des problèmes politiques internes de la RDC. Fin du communiqué. Voilà, comme ça, tout le monde sait de quoi nous parlons. Tout le monde a compris le contenu du communiqué. Quand je disais que c'était un communiqué, qui attise la curiosité, qui est étonnant, on dirait que vraiment le M23 à qui répond aux attaques des FARDC. Le Rwanda est touché justement par cela. Pourtant, on sait que les combats se déroulent au Congo, dans les frontières strictes du Congo. Le Rwanda lui-même déclare que le M23 est congolais. Et les FARDC sont des Congolais. Alors que le Rwanda prenne la défense du M23, aussi publiquement que par un communiqué, il y a de quoi vraiment se poser des questions. Marie Vianney, je m'excuse de vous avoir interrompu, mais
et il fallait vraiment qu'on lise ce communiqué pour que les gens comprennent vraiment l'ambiguïté de la chose. Vous avez bien fait de passer ce communiqué parce que effectivement, il y a peut-être ceux de nos auditeurs et auditrices qui n'ont pas lu, qui ne savaient même pas qu'il y avait ce communiqué depuis 24 heures. Vous voyez la discordance entre le dernier paragraphe de ce communiqué et le reste. Kigali s'étonne qu'en face du Rwanda, le bouc émissaire des problèmes internes au Congo. Donc, il avoue déjà, il reconnaît que d'un côté, ce sont des Congolais, ce seraient des Congolais, les gars du M23. Et en même temps, il dit, je m'oppose à ce que vous combattiez ces rebelles. S'il avait lancé un appel fraternel au gouvernement congolais et à ces rebelles qu'il appelle congolais, en disant, s'il vous plaît, arrêtez la guerre, nous sommes prêts à vous aider à faire la paix. Et encore, on se serait peut-être demandé, mais il y a des médiateurs qui sont en mouvement, qui s'actionnent, qui se battent tous les jours pour essayer d'aider le Congo à mettre fin à cette agression. Je cite le président Kenyatta, je cite Lorenzo, justement, qui est intervenu au nom et pour le compte de la CIRG et pour l'Union africaine. Et il y en a d'autres qui s'y sont essayés, y compris le général Obasanjo. Il y a même le président Macron qui a voulu offrir ses bons offices d'une façon, je trouve, assez pas très convenable. J'allais dire maladroite, mais je ne le dis pas. Eh bien, Kigali a été maladroit dans ce communiqué. Mais cela montre aussi qu'il est très préoccupé justement par la situation actuelle, par la reprise en main partielle, de la reprise en main militaire par les FARDC, le contrôle, même si on doit savoir qu'il y a encore des poches de résistance, qu'il y a encore même des avancées du M23 au Rwanda, RDF, les Rwandese Defense Force, c'est-à-dire la force de défense du Rwanda. Ils avancent dans certains endroits, mais le gros du travail est fait par les FARDC qui récupèrent l'essentiel. Et c'est cela qui préoccupe Kagame et son groupe. Il faut savoir, demain, je vais peut-être en parler dans une autre émission, je m'abstiens de donner les noms aujourd'hui, mais moi j'ai une liste d'officiers rwandais qui dirigent véritablement le M23. Des officiers rwandais, des généraux. Il y en a au moins deux lieutenants généraux qui dirigent le M23 à Bunagana, qui vont entre Bunagana et Kampala et Kigali régulièrement. Et ces deux généraux avaient en 1996 dirigé les opérations lors de la première agression du Congo. Un était passé par le sud, c'est quelqu'un qui est très connu, et ils sont arrivés à Kinshasa, l'autre est passé par, je pense, Kisangani, pour ensuite faire jonction, bien sûr, et prendre Kinshasa en tenaille et prendre le pouvoir, l'arracher aux mains du président Mobutu. Ces deux généraux ont joué un rôle essentiel pendant cette première guerre de 1996-1997. Et ce sont ces deux généraux qui dirigent le M23. Parler de Makenga, c'est un jouet, c'est une marionnette. On continue à parler de Makenga parce qu'on sait effectivement que Makenga est un Tutsi congolais du Nord Kivu. C'est un Tutsi congolais qui est FPR, qui a combattu avec Kagame depuis l'Ouganda pendant la guerre du Rwanda de 90 à 94. Et ensuite, il est entré au Congo avec les troupes rwandaises pour aller justement déloger Mobutu et combattre le pays dont il est originaire. Croire que cet homme-là soit devenu le chef d'une rébellion qui ne contrôle pas, qui n'a pas créé, où il a été mis à la tête de... on ne reviendra pas sur les questions que nous nous sommes posées à d'autres occasions. Comment Makenga est rentré au Congo? Alors qu'il était dans un camp, il était cantonné dans un campement en Ouganda. Comment est-il arrivé au Congo sans l'aide et sans l'autorisation de Kampala?
on se demandera aussi comment on a le droit, on est dans la légitimité de se poser la question de comment ça va, comment tous ces gens, tous ces militaires du M23, dont beaucoup, la plupart en tout cas, sont de l'armée rwandaise, comment ils sont arrivés en RDC à l'insu de Kigali et de Kampala. Tout ça, c'est des faisceaux, c'est un faisceau d'éléments qui prouvent en tout cas que les deux capitales savaient et qu'elles savent aujourd'hui encore et qu'elles soutiennent ce mouvement rebelle qui n'a d'autre objectif que d'occuper une partie de la RDC. Alors, là où Kagame, évidemment, a dépassé les bornes, c'est de dire, c'est de dénoncer, c'est une dénonciation, de la provocation des FARDC dans leur propre pays, comme si la souveraineté de la RDC, comme si le Congo n'était pas un pays souverain. C'est ce que ça signifie, mais ça veut dire qu'ils ont des difficultés sur le terrain. Parce que Kagame, généralement, il menace, il insulte même parfois, il donne des leçons, il sourit. Aujourd'hui, il montre les dents, mais sans sourire. Et, à mon avis, c'est qu'il a peur de quelque chose. Il a peur que les choses balancent tout d'un coup et que le M23 soit vaincu totalement et qu'il ait encore, lui, Kagame, à recevoir ses enfants du M23 au Rwanda, à recevoir encore des réfugiés armés, et sans pouvoir savoir exactement ce qu'il faut en faire. Je pense que c'est ça. Il a peur. Ambassadeur Ndayizimana Jean-Marie Vianney, il y en a ceux qui associent la montée en puissance des FARDC par rapport au M23, parce que même le M23, dernièrement, a lancé des cris de détresse, disant, voilà, les FARDC maintenant, ils ont des armes lourdes, ils nous pilonnent, que la communauté internationale le sache. Vraiment, nous ne savons pas quoi faire. Et il semblerait que sur le terrain, les M23 se sont dispersés. Et le groupe qui est parti vers l'intérieur du pays est parti justement en se battant et que actuellement, ils ont des poches à l'intérieur du pays et coupés du gros des troupes qui se trouvent au nord à Bunagana. Et se battre, c'est se battre à mort parce qu'ils savent que ces groupes de l'intérieur, il sera difficile d'échapper. Surtout que l'armée des FARDC, l'armée de la RDC, est montée en puissance. Alors, c'est ça qui aurait poussé Kagame aussi à, disons, répercuter le cri d'alarme de ces poulains. Voilà, c'est une analyse, c'est une association des choses, des faits qui sont avérés. Alors, est-ce que Kagame aurait actuellement peur? Vous parliez d'un sourire, bon, parfois il y a des gens qui disent un sourire jaune. Est-ce que Kagame rirait jaune? Justement parce que ces poulains sont en détresse, en état de danger imminent. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qui circule, mais c'est basé sur les faits. Les faits, on les a établis, on les a dit. Rappelez-vous, Aloïse, nous disions dans plusieurs émissions que Kagame, au lieu de se réconcilier avec ses voisins, il va jouer aux mercenaires en prêtant son armée au Mozambique, à la Centrafrique, maintenant, semble-t-il, au Bénin. Il accompagnerait pour cela les troupes françaises qui ont aussi signé un accord. D'ailleurs, on se demande s'il y a vraiment une relation spéciale entre Paris et Kigali, parce qu'au Mozambique,
apparemment, ils ont fait ça ensemble. Et maintenant, au Bénin, ils arrivent en même temps. Est-ce qu'il y a une corrélation? Je ne puis le dire. C'est peut-être une simple coïncidence. Vous savez, Aloïse, nous ne vivons pas au Rwanda, mais nous suivons ce qui s'y passe. Nous avons des amis, des civils comme des militaires. Vous comme moi savons que ces derniers temps, il y a eu un flux inhabituel de blessés militaires à l'hôpital de Kanombe. Les familles en parlent, tous ceux qui perdent leurs enfants dans cette guerre qui ne les concernerait normalement pas, disent mais il y a tellement de morts ou alors de blessés. L'hôpital de Kanombe ne peut plus tenir, ne peut plus suffire pour recevoir les blessés militaires. Et donc, ce sont des choses qui sont à Kigali, qui sont connues de tout le monde, ou en tout cas de tous ceux qui essaient de suivre cette situation. Et donc, Kagame ne peut pas donner l'impression qu'il ne sait pas. Mais de là à jouer avec la diplomatie, la communication de cette envergure-là, qu'ils disent que le Congo n'a pas le droit de protéger son territoire, n'a pas le droit de garantir l'intégrité de son territoire. Là, je pense qu'il est allé trop loin. Et la grande erreur de Kagame, c'est de ne pas se rendre compte que les choses ont évolué ou même qu'elles ont changé en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Kagame se rend compte aussi, j'ai oublié de le signaler, que ces gens, ceux que les Congolais appellent les infiltrés de Kagame en RDC, sont en train de payer un prix très fort parce qu'on les découvre, ils sont arrêtés, il n'y a peut-être pas encore de procès ouvert, mais si quand même, il y a des militaires qui ont été identifiés comme des traîtres, qui ont envoyé des informations militaires au Rwanda. Et ce ne sont pas que des gens d'origine rwandaise, hein. Il y a aussi des Congolais de souche, hein, de père et de mère, comme on dit là-bas, qui ont trempé dans cette affaire. Le général qui a été pris en flagrant délit, ce n'est pas un Rwandais et ce n'est pas quelqu'un d'origine rwandaise. Mais désormais, ces gens savent qu'on les regarde parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de trahisons. Moi-même, j'étais au courant de certaines, je me disais, mais pourquoi les Congolais ne le voient pas? Il y a telle personnalité qui est de niveau ministériel, il y a telle autre qui est de niveau conseiller dans quel service, je ne sais pas, qui dans les médias sociaux soutient visiblement, ostensiblement le M23. Si vous êtes dans un gouvernement ou si vous êtes membre d'un cabinet ministériel et que sur des médias sociaux en Kinyarwanda, parce que pour la plupart, ce sont des gens qui le disent en Kinyarwanda, qui disent qu'ils choisiraient le M23 si c'était nécessaire, parce que ce sont ses congénères, parce que le Congo s'attaque aux Tutsis. Normalement, je ne vois pas ce qu'une personne comme ça devrait faire dans un cabinet ministériel. Et donc, s'il le dit, c'est qu'il le fait. C'est qu'il collabore ou coopère avec ceux qui soutiennent le M23. Ça aussi, Kagame s'est rendu compte que le réseau d'infiltrés a peu à peu, petit à petit, été démantelé. Enfin, pas encore totalement, parce que oui, il semble que le président Tshisekedi a fait quand même dernièrement un sérieux coup de balai justement dans le domaine de traîtrise, de défaut de compatriotisme. Donc, il a vraiment étudié hein, l'infiltration. Il a essayé de faire, de mettre de l'ordre. Alors, tout cela mettrait Kagame dans un état, justement, oui. Il est tombé de très haut lorsqu'on lui a appris que le général qui communiquait avec Kabarebe a été pris en flagrant délit. Pendant qu'il communiquait avec Kabarebe, les services congolais sont tombés dessus. Il a dû manger la carte SIM de son téléphone pour qu'on ne sache pas ce qu'il disait et à qui il parlait, mais c'était trop tard, il était suivi. Et ce jour-là, Kagame est devenu fou de rage, il semble,
mais il y a aussi d'autres personnes qui sont sur écoute. Hein. Maintenant, il ne faudrait pas que ça devienne une sorte de chasse à la sorcière ou aux sorcières. Il ne faut pas qu'on entre dans le macartisme qui est souvent destructeur aussi. Il faut vraiment que ne soient poursuivis que ceux qui sont passés à l'acte. On ne peut pas non plus effectivement utiliser le faciès, mais de là, dans un communiqué officiel, à dire qu'il y a une stigmatisation ou même dans le communiqué d'hier, c'est ce qu'ils disent. Mais c'est toujours la même victimisation. Vous avez vu, il y a 2 semaines, est sortie une lettre envoyée par des ressortissants tutsis congolais au Premier ministre canadien. Je l'ai lu, relu. J'ai lu aussi la réponse du cadre, le CCC congolais du Canada aussi. Je trouve que ces derniers ont raison. Crier au génocide aujourd'hui lorsqu'on est congolais, sans preuve, c'est vraiment, à la limite, je n'aime pas utiliser le terme trahir. En tout cas, c'est trahir un peu son propre pays. Il n'y a pas de preuve tangible. Il n'y a même pas de début d'action. Et on accuse le gouvernement de Tshisekedi de préparer un génocide contre les Tutsis congolais. C'est une victimisation qui n'a pas lieu d'être à ce jour. Et heureusement qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a déjà un génocide, en tout cas des théories de masse, qui se sont passées au Congo. Ce sont des faits, il y a des rapports là-dessus. Il y a eu des recherches sur le terrain, tout ça consigné dans le mapping report, le rapport mapping. S'il faut crier au génocide au Congo, il faut commencer par celui qui a eu lieu et pas à crier à celui qui pourrait se passer. Qui a eu lieu et dont l'armée rwandaise de Paul Kagame est le principal acteur et le principal accusé. Donc, oui, justement, j'ai des preuves ici, mais je dirais même des aveux des Rwandais, et en l'occurrence, c'est le général Kabarebe qui fait des aveux comme quoi il a envahi le Congo, comme quoi il a fait même des détournements d'avions. Donc, c'est des crimes incroyables. Donnez-moi une seconde, je vous passe quelques vidéos du général Kabarebe, justement, qui fait ses aveux. ndetse bashyiraho n'ikintu cyiswe inyandiko yiswe Congo Mapping Report bahora bakwirakwiza ngo hapfuye miliyoni 3 ngo z'abantu muri Congo, miliyoni 6 zapfa ahantu ntihaboneke n'umurambo n'umwe. Miliyoni 6 n'abantu bapfa bakazimira ntubone n'umuntu. Icyo cya Mapping Report gihoraho. Iyo rero ni propaganda, ni nayo propaganda bakoresha gufata bugwate abana benshi b'urubyiruko cyangwa se impunzi nyinshi zikiri za Brazzaville, zikiri Zambia, zikiri Malawi, zikiri Mozambique, Zimbabwe, Lesotho, muri Afrika hose. Voilà, cette petite vidéo de quelques secondes, il niait que ils ont fait des massacres au Congo. D'ailleurs, il dit qu'il n'y a pas eu de massacre. Il n'y a pas eu... donc, c'est vraiment la pure négation en matière de Jean-Marie. Et ça, c'est la première vidéo. Dans la deuxième, il fait un aveu des actions qu'il a fait au Congo, que le président Kagame l'a envoyé kidnapper ou prendre de force un avion d'El-Zaïre et qu'il a mis le pistolet à la tempe du pilote pour amener ses troupes justement vers Kinshasa. Donc, ils ont
pris l'avion à Goma, ils l'ont rempli de militaires venus du Rwanda et ils sont allés à l'aéroport près de Kinshasa et ils ont pris, c'est comme ça qu'ils ont pris la capitale. C'était un aveu. Ils ont détourné cet avion. Ils ont détourné cet avion et ils ont pris les pistolets, hein, ils ont pointé des pistolets sur la tempe des pilotes. Ça, c'est normalement, bon. C'est du terrorisme. Hein. C'est un crime international de terrorisme. Tout à fait. Voilà. Donc, la deuxième vidéo, je la passe. Ah non, ça c'est la première. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça doit être ça, je pense. Excusez-moi. Voilà, c'est celle-là. kuva hano mu Rwanda ujya Kinshasa icyenda na gatandatu twari twaratwaye amezi 7 turwana n'amaguru kugera Kinshasa. Aravuga ati kugira ngo turwane amezi 7 yandi kugera Kinshasa ni kure cyane, reka dushake apanga operation y'inzira y'ubusamo. Ategeka ko ingabo z'u Rwanda zijya kuri Goma zigafata indege ya Air Zaire zikayihajakinga zigashyira abapilote kuri gunpoint bakadutwara ku kibuga cyitwa Kitona. Voilà, je crois que c'est clair. Voilà, Kabarebe fait des aveux de tout ce qu'ils ont fait au Congo comme crime, notamment celui du terrorisme, de kidnapping, de détournement d'avions, de tous les crimes internationaux normalement punissables par les lois et les conventions internationales. Voilà. Ce sont des vidéos que j'ai envoyées à toutes les organisations internationales qui sont en rapport avec l'aviation. Enfin, je m'amuse souvent à faire de ces petites choses pour un peu mettre les gens au courant, parce que tous ces mots prononcés surtout en Kinyarwanda, quelque part, devant un public interne, bon, parfois, les organisations internationales ne savent pas. Pourtant, ce sont des aveux vraiment présentables qu'on peut présenter devant les tribunaux. Voilà, donc c'était pour un peu corroborer ce que vous disiez, que le Rwanda, depuis 1996, n'a cessé d'envahir le Congo, d'y commettre des crimes et qu'il continue sans arrêt. Et il change de stratégie, il change de groupe, il crée des groupes de criminels au Congo. Il croit tromper l'opinion internationale et tout le monde. C'est le cas aujourd'hui du M23. Ça va durer combien de temps? Ça, peut-être vous pouvez nous éclairer. Est-ce que vous croyez que le Rwanda passera impuni comme ça tout le temps, des années, depuis 1996 jusqu'à 2022, quand même, même celui qui a les yeux bandés, je crois, a pu quand même percevoir quelque chose de ces invasions de Kagame. Qu'est-ce qui va l'arrêter? Je pense que les Rwandais vont l'arrêter. Les choses sont claires aujourd'hui que le président Kagame est au bout du rouleau. Et il suffirait vraiment d'un petit push dans l'affaire congolaise pour que Kagame saute et quitte le pouvoir. Je crois qu'il est allé trop loin en agressant une énième fois la République démocratique du Congo, en agressant une énième fois le peuple frère de la RDC, et en provoquant en permanence le Burundi, notre voisin, notre frère. Eh bien, je pense que cette fois-ci,
il n'a pas prévu ça, hein. Il n'a pas prévu que les Congolais allaient résister. Il s'est dit, Félix Tshisekedi m'a tout donné dès son accession au pouvoir. Il m'a tout donné. Il m'a donné la tête de quelques leaders de FDLR, de réfugiés rwandais, que j'ai ramenés au Rwanda, dont certains sont morts d'ailleurs, on le sait. Il m'a donné la tête de Mudachumura. D'ailleurs, le président Tshisekedi lui-même l'a dit et l'a reconnu. Ce qui est une grosse erreur du président congolais, donner la tête de quelqu'un à Kagame sans contrepartie, et même s'il y avait une contrepartie, ce serait, et de toute façon, ça reste immoral. On peut vouloir faire plaisir à un chef d'État étranger, mais lui livrer quelqu'un que cette armée, l'armée étrangère vient massacrer sur votre sol, au Congo, c'est un acte criminel. C'est un acte criminel, bien sûr, partagé entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. C'est une diplomatie criminelle qu'ils ont jouée ce jour-là. Ceci dit, le président Tshisekedi a quand même fini par comprendre que le jeu de Kagame, c'était de le séduire, l'attirer dans le piège habituel et ensuite mettre la main, mettre le grappin sur ce qui restait du Congo, après que Kabila ait chassé l'armée rwandaise. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi a, sauf erreur de ma part, hein, je suis convaincu qu'il a compris le jeu de Kagame. Le talk and fight n'est pas ce n'est pas une attitude à avoir, ce n'est pas une politique ou une diplomatie à utiliser à l'égard de Kagame, parce que Kagame, lui faire confiance, jouer son jeu en acceptant de dialoguer en permanence pendant qu'il vous poignarde dans le dos, eh bien, ça peut coûter très, très cher. Et ça a déjà coûté très cher à la République démocratique du Congo, qui a perdu des millions de ses populations. Oui, vous disiez, Aloïse Simonga. Je dis, c'est la stratégie de talk and fight dont vous parliez. Donc, parlementer pendant que vous préparez les attaques, pendant que vous battez, pendant aussi que vous criez. Parce que ça, c'est le complément de cette stratégie, de communiquer comme celui-ci, qui crie comme si c'était le Rwanda qui était attaqué. On se dit, mais c'est quoi? Ouais, j'ai appelé ça, j'avais utilisé une formule assez osée, je pense, mais qui dit ce qu'elle dit. J'avais dit, eux, ils disent talk and fight, mais en fait, ils veulent dire à Tshisekedi talk, même pas d'ailleurs, talk and sleep. Tu parles, tu dors, mais en fait, tu ne parles même pas, tu n'as même pas le droit de parler. Laisse-nous parler, faire des communiqués, t'injurier, faire tout ce que nous voulons. Dans le fight, nous allons nous battre tout seuls, vous devez ne pas réagir. C'est l'objet de ce communiqué d'ailleurs. Ne déclarez rien et surtout, ne vous défendez pas, laissez-moi vous battre, laissez-moi vous massacrer, comme disait le boxeur dont j'ai parlé tout à l'heure au début de l'émission. Eh bien, Kagame n'est pas un homme en qui il faut faire confiance, les yeux fermés. Les Congolais ont heureusement fini par comprendre. Et nous, vraiment, personnellement, je demanderais aux Congolais de rester très vigilants. Nous n'avons rien contre notre pays d'origine, le Rwanda, mais nous ne sommes pas d'accord avec la politique et la diplomatie belliciste de Paul Kagame et son régime. Nous ne souhaitons pas que le Rwanda, notre pays, continue de massacrer les populations des pays voisins. J'ai dit un jour que nous serions même prêts à stopper le gouvernement de notre pays pour l'empêcher de continuer ce jeu-là, pour l'empêcher de massacrer nos voisins, nos frères congolais, nos sœurs congolaises,
nos frères et sœurs burundaises. Hier, c'était l'Ouganda, semblait-il, mais on s'est rendu compte que c'était un jeu entre Kagame et Museveni. Enfin, quel que soit le jeu, nous ne souhaitons pas, sans être des pacifistes BA, hein, non, mais nous voulons vraiment la paix, que la paix règne dans notre région. Or, Kagame n'est pas, ça n'arrange pas la paix dans cette région, parce qu'avec la paix qui suppose évidemment la paix à l'intérieur de chaque pays de la région, cela suppose aussi le respect de l'intégrité territoriale. Or, ça, Kagame ne le veut pas. Kagame ne veut pas que le Congo reste le Congo d'aujourd'hui. Il veut grignoter un peu, prendre une partie de ce territoire riche. Mais le Rwanda de Paul Kagame, ou plutôt le régime de Paul Kagame, doit savoir que les temps ont changé. Le Rwanda n'occupera jamais durablement 1 centimètre de la RDC. Je dis durablement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les troupes rwandaises occupent Bunagana, occupent une partie de la région de Rutshuru, un peu là. Mais il faut qu'on soit réaliste. Le Rwanda est un petit pays qui a des ressources humaines formidables, qui a d'autres ressources, qui pourraient vivre de ces moyens, qui pourraient continuer à vivre avec l'aide internationale, mais sans faire semblant, sans donner l'impression qu'on est une grande puissance. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais une grande puissance. Le Rwanda n'est pas Israël, parce qu'à Kigali, il se compare souvent aux Juifs, parce que les Juifs ont subi un génocide. Déjà, ça, c'est un gros mensonge. Le génocide contre les Juifs et le génocide du Rwanda, ça n'a rien à voir. Mais prétendre être une puissance du même niveau qu'Israël dans sa région, bénéficier du soutien des États-Unis et des autres puissances occidentales comme Israël en a et continue d'en bénéficier, je pense que c'est se leurrer. Le Rwanda devrait rester modeste, être ambitieux, c'est vrai, vouloir se développer, vouloir se choisir une voie peut-être originale, mais sans porter atteinte aux intérêts de ses voisins. Et ça, le développement peut passer aussi par le biais d'une bonne coopération. Mais bien sûr, tout à où il y a fait. un respect mutuel. Ça, c'est le développement qui ne pose pas conséquences au pays. Mais une fois que le développement va se baser sur le non-respect des voisins, le piétinement des lois et des conventions internationales, ça, c'est un développement négatif, si je peux dire. L'utilisation de la violence, le mépris, parce que le régime de Kagame méprise ses voisins, visiblement. Il les traite comme des sous-hommes, aussi bien dans son discours que dans les faits. Mais surtout, le Rwanda fait semblant d'ignorer, Kabarebe tout à l'heure l'a dit, hein, je ne vais pas revenir sur ce discours parce qu'il est répugnant. Répugnant de dire qu'au Congo, il n'y a pas eu de mort, franchement, qu'on peut chercher partout, qu'on ne trouvera pas de... Mais bien sûr qu'il n'y a pas de signe, puisque même au Congo comme au Rwanda, quelque temps auparavant, eh bien, ils tuaient et ils brûlaient les cadavres ou les enterraient dans des fosses communes. Le rapport mapping a tout dit, en fait. Mais ils ignorent que derrière tous les morts qu'ils ont laissés au Congo, il y a eu aussi des rescapés qui ont été protégés par notre Dieu, le Dieu du Congo et du Rwanda et le Dieu de l'universel. Il y a des gens qui ont survécu à cette hécatombe et ils oublient ça. Ils pensent que oui, personne ne sait et personne ne trouvera jamais de traces de notre passage, des assassinats commis par le FPR, en oubliant que même parmi leurs alliés d'hier, même parmi la communauté Tutsi du Congo qui a travaillé avec le FPR pendant cette période, il y a beaucoup d'hommes courageux, de femmes courageuses qui disent les choses comme elles se sont passées.
qui disent « Nous avons été instrumentalisés par le FPR. Nous avons combattu pour le FPR depuis 1990. Ils nous ont ensuite entraînés dans une guerre contre notre propre pays. Ensuite, nous sommes retournés. Nous avons versé le sang des réfugiés rwandais, des Burundais, des Congolais et même des nôtres, parce qu'après, le régime rwandais s'est retourné contre une de ces communautés, notamment les Banyamulenge, parce qu'ils n'ont pas, certains des Banyamulenge n'ont plus voulu suivre. Ils ont compris le jeu de l'instrumentalisation, les utiliser pour ensuite faire ce qu'ils veulent au Congo. Ils ont compris. Donc, Kabarebe, dans son analyse, dans son triomphalisme, honnêtement, malhonnête plutôt, et c'est un discours qui montre qui est Kabarebe. Ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Kagame a prononcé les mêmes phrases après Paris, rappelez-vous. Quand il avait rencontré le président Tshisekedi, il avait osé dire d'ailleurs qu'il n'y avait pas eu de massacre au Congo. Ce qui a révolté, je pense, légitimement le président congolais. Eh bien, Kabarebe, dans sa bêtise, il avoue avoir commis un détournement d'avion sur instruction du président Kagame, qui n'était pas encore chef d'État, qui était néanmoins le chef de l'armée rwandaise, ministre de la Défense, et qui a donc instruit Kabarebe et les autres officiers d'aller détourner un avion d'Air Zaïre en utilisant la violence. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Kabarebe lui-même. Et donc, ce n'est pas une simple théorie, ils sont passés à l'action. Ils ont détourné cet avion pour aller à Kitona, même si après, ils ont connu une mésaventure qui devrait leur servir de leçon. Mais non, au lieu que ce soit une leçon d'humilité, eh bien, ils en tirent une certaine gloriole. Voilà, Kabarebe, je suis un général, j'ai détourné un avion, j'ai utilisé la violence pour détourner un avion, j'ai forcé les pilotes à nous conduire. Eh bien, déjà ça, c'est un acte terroriste. En droit, je ne sais pas ce que ça a comme implication. Est-ce que ça peut, maintenant que l'aveu vient d'être fait, même s'il y avait des doutes avant, les Congolais doivent comprendre et savoir qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des actions juridiques à mener, judiciaires. Maintenant qu'il y a un aveu et qui correspond à ce qui s'est passé réellement en 1980. J'ai envoyé ces vidéos au président Tshisekedi. Voilà, il faut le faire. Il en fera ce Lui, il qu'il n'a pas le fera, temps peut-être, mais il a des conseils. Maintenant, pour revenir au sujet de la déclaration d'hier. Oui, et conclure. Je demande à qui cette déclaration a été destinée. Oui. Et donc, le communiqué de Mme Makolo et de son équipe, à qui il était vraiment destiné? Aux Congolais, c'est de la panique ou alors c'est de la provocation, par contre? Je ne le vois pas trop. Mais, est-ce que ce n'est pas une sorte d'artifice qui doit préparer les esprits à une action d'envergure du Rwanda contre la République sœur du Congo? Est-ce qu'il n'y a pas une attaque en préparation, en d'autres mots? Je vous ai dit que le M23 est dirigé par des officiers rwandais, des généraux, qui sont coordonnés par un autre général, Karuretwa pour ne pas le nommer. Et les 7 cas. Et là-dedans, il faut compter l'ambassadeur du Rwanda à Kinshasa, Vincent Karega, qui est toujours en place. Et je l'ai dit la dernière fois, il a les clés de toutes les maisons de Kinshasa, toutes les maisons qui comptent, les autorités. Et on le garde là, ben, le Congo a sans doute ses raisons. Mais je pense qu'il devrait y avoir plus de vigilance. Cette région est une région à haut risque. Et pendant que nous parlons du Rwanda, bien sûr, nous devons penser à l'Ouganda. Quelle est l'attitude de l'Ouganda? Quelle est la position de l'Ouganda qui a quand même des troupes, un contingent en RDC,
chargé de combattre les ADF avec l'armée congolaise. Mais à l'égard du M23, on a l'impression que Museveni a décidé de passer outre l'amitié qu'il a voulu construire, qu'il a donné l'impression de construire avec la RDC. D'ailleurs, il a été le premier à déclarer lorsque un ministre congolais lui avait rendu visite pour parler justement de cette question. Museveni a dit que le M23 avait des raisons de mener cette guerre juste et qu'il faudrait que le Kenya vienne s'interposer entre les FARDC et le M23. Ça veut tout dire. Si vous laissez des troupes étrangères, kenyanes en l'occurrence, s'interposer entre l'armée congolaise et le M23, c'est que vous mettez les deux, M23 et FARDC, sur le même pied d'égalité. C'est que vous légitimez quelque part ce mouvement rebelle rwandais parti. Vous avez parlé tout à l'heure de, je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée pour désigner le M23. Vous avez dit… J'ai dit que c'était des supplétifs de… Voilà. En fait, ce n'est même pas des supplétifs, puisque c'est son armée. C'est pas c'est plus que ça. C'est une partie de l'armée rwandaise, en fait, avec quelques Congolais, sans doute un certain nombre de Congolais aussi. Mais à la tête, il mettait quelques Congolais. À la tête, celui qui parle, c'est un Congolais. À la tête visible. C'est un Congolais. Et voilà. Le reste de l'armée est une armée rwandaise financée par le Rwanda, équipée par le Rwanda, équipée jusqu'aux habits, jusqu'aux tenues, jusqu'au matériel militaire. Ça a été documenté par l'équipe de recherche des Nations Unies. Je n'ai pas le droit d'en douter. Je pense que tout le monde l'a lu dans ce rapport. Voilà. Je crois que nous allons terminer sur ce sujet. Donc, c'était pour analyser le geste que le Rwanda a posé hier, en pleurant que le M23 est attaqué, que les FARDC ne devaient pas se battre. Voilà. Sauf si vous avez un mot de clôture sur ce sujet. Je pense qu'on puisse parler aussi de quelques 5 minutes d'un sujet aussi qui regarde la diplomatie rwandaise, notamment… Non, je n'ajouterai pas beaucoup de choses, sauf que, une fois encore, j'appelle tous les patriotes de la région, ceux qui sont en tout cas pour le camp de la paix, à se mobiliser pour arrêter cette folie meurtrière de Paul Kagame et de son armée. C'est le seul message que je voudrais vraiment lancer. C'est une alerte. Le danger est là. Si on laisse Kagame franchir un autre pas vers, si par exemple demain, l'armée rwandaise, comme on le pense, comme on le dit, attaquait Goma ouvertement ou prenait Rutshuru, une fois encore, eh bien, il y aurait une hécatombe dans cette région. Une autre chose que je voudrais dire, c'est ne pas trop jouer sur ce sentiment ethnique, de suprémacisme ethnique, parce que ça peut coûter très cher. On parle aujourd'hui du harcèlement, de la persécution des Tutsis du Congo. Et si demain, les autres tribus de la RDC, surtout celles du nord du Kivu, du sud Kivu, faisaient la même chose et se coalisaient contre les M23 et contre ceux qu'ils pensent ou qu'ils prétendent défendre. Est-ce que vraiment c'est une bonne chose que les Tutsis se mettent en exergue dans cette affaire? Et si les autres tribus se coalisaient aussi pour dire… Justement, que Kagame cherche à teaser, à mettre du feu à cette situation. Parce que ça lui profite.
oui, pour qu'il intervienne cette fois-ci ouvertement. Donc, il prépare le terrain à des actions qu'il veut mener, mais comme vous le disiez, je pense que et la RDC, les autorités de la RDC et l'opinion internationale doivent être vigilants quant au dessein diabolique du président Kagame. C'est exactement cela, et surtout les populations locales du sud, du nord Kivu, de partout en RDC, qu'ils fassent très attention à l'instrumentalisation. Il ne faut pas qu'ils se laissent manipuler. Il ne faut pas que Kagame leur prête son combat finalement, parce que son combat, c'est celui d'occuper le Congo et de l'exploiter, d'exploiter les ressources minières de ce pays. Eh bien, lorsque les choses vont s'aggraver, Kagame va repartir dans son pays et eux vont rester à côté de ceux qu'ils ont combattus et qu'ils ont contribué à massacrer. Voilà, merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, de nous avoir donné un peu de lumière sur cet acte posé hier par le gouvernement rwandais et qui nous a laissé tous dans le questionnement. On se dit, voilà. Maintenant, on est quelque peu éclairé et on attend la suite parce que Kagame ne fait rien sans qu'il prépare justement la suite à l'événement. Je voudrais aussi que vous puissiez nous donner votre lumière sur j'ai une autre émission tout à l'heure en Kinyarwanda, mais je pense que nous allons pouvoir déborder sur cette émission. Mais si vous pouvez nous donner quelques 5 minutes pour nous parler du projet ou du contrat entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour le transfert ou, je sais pas, la déportation des immigrés à partir de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Un contrat qui a fait couler d'encre. Maintenant, ça a pris tellement une tournure que c'est vraiment difficile que ce projet se réalise. Et on se dit, s'il se réalisait, que ce serait pire que parce que finalement, tout le monde est contre ce projet, à part les 2 signataires, et quelques autorités d'Angleterre et le président Kagame. Alors, on se dit, ce projet, est-ce qu'il a un avenir? Il y a d'abord les tribunaux qui n'ont pas encore déclaré s'ils sont d'accord, qui n'ont pas encore autorisé, mais publiquement, dans le public, dans l'opinion de tout le monde, c'est un projet qui est condamné. Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, ce projet, est-ce qu'il a un avenir compte tenu de son passé que vous connaissez bien? Moi, je pense qu'il a un avenir parce que Kagame veut absolument que ce projet soit réalisé. Il ne le sera peut-être pas au Royaume-Uni, mais vous avez, parmi ceux qui soutiennent Kagame dans ce projet, oublié un gros acteur et peut-être le principal acteur dans cette politique, c'est l'Union européenne. L'Union européenne comme institution internationale, comme organisation intergouvernementale, eh bien, c'est eux qui ont commencé cette opération. C'est eux qui ont commencé à vendre les réfugiés, qui ne sont même pas encore en Europe d'ailleurs. Les réfugiés en passe de traverser la Méditerranée, qui souhaitaient se rendre sous des cieux plus cléments, eh bien, l'Union européenne les a vendus à Kagame.
au régime de Kagame contre de l'argent sonore. Donc, ce n'est pas gratuit. On paye par tête de réfugiés africains. Et là, c'est très, très grave. C'est vraiment de la trahison, cette fois-ci, que Kagame a réalisé au grand jour. On lui envoie les Africains en passe de traverser vers l'Europe. Où sont-ils? Que font-ils? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que certains, je l'ai déjà expliqué dans une émission, il y a eu des enquêtes et des rapports, sauf que ces enquêtes et ces rapports-là aussi sont enfouis dans les tiroirs, comme toujours, lorsque Kagame est concerné. Ils repartent par d'autres voies et Kagame et sa famille et son groupe, ils gagnent là aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports. Et c'est les témoignages de certains de ces réfugiés. Donc, l'Union européenne, à travers certains dirigeants de cette organisation, soutiennent Paul Kagame parce qu'ils se disent, mais si le projet est éventré au Royaume-Uni, il risque de l'être aussi à l'égard de l'Union européenne. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des élèves, hein, Kagame a fait des émules. Il y a le Danemark qui vient de signer. Donc, le Danemark va remplacer plutôt le Royaume-Uni. Demain, peut-être d'autres. Et avec le soutien, je le répète, de l'Union européenne et de certains pays spécifiques que je ne vais pas citer ce soir, mais on est dessus, on les connaît, on sait qui à l'Union européenne soutient Kagame dans cette entreprise. Certains ont commencé même à penser qu'il y avait un partage de bénéfices politiques et autres. Donc, ne soyons pas encore optimistes. Kagame, il sait ce qu'il fait. Le Rwanda est devenu, en tout cas, l'armée rwandaise est par ailleurs devenue une armée mercenaire que Kagame vend à travers l'Afrique. Et là aussi, il est aidé par l'Union européenne. Ne nous trompons pas. L'Union européenne et certains membres très influents, parmi les plus influents de l'Union européenne, c'est eux qui soutiennent Kagame dans cette aventure militaire où nous sommes, nous, Rwandais, utilisés comme un peuple de mercenaires, et l'armée rwandaise utilisée comme une armée mercenaire et de mercenaires. Est-ce que c'est ça l'avenir du Rwanda? Est-ce que c'est la seule ressource qui va nous rester? L'armée et la mort que nous allons aller vendre partout en Afrique, alors que les paysans, j'allais dire, crèvent de faim et sont assassinés par la police rwandaise? C'est vraiment dommage quand même. Il faut qu'on le dise. Alors, là aussi, le seul message que je peux passer, je l'adresse aux Rwandais. Nous devrions peut-être commencer à ne pas avoir peur, comme l'autre le disait. Ne pas avoir peur de dire la vérité à nos amis. L'armée, les balles, ça va toujours avec la mort. Bien sûr. Ça tue ceux qui sont touchés par les balles, mais ça tue aussi les populations qui sont privées de ressources, de quoi manger pour acheter les armes, pour soutenir les armées qui sont dispersées par-ci, par-là. C'est le budget du pays, c'est la poche de la population. Et c'est la population qui crève de faim. Donc la mort va à ceux qui reçoivent des balles, mais aussi à ceux qui ont été dépouillés de leur survie, de leur moyen de survie. Je crois que le Rwanda est devenu le maillon faible dans ce commerce mondial. Le Rwanda est devenu le chouchou de ces grandes puissances, de ces pays qui l'accompagnent dans ces entreprises, pour protéger telle société européenne, hein, qui travaille dans des conditions, c'est vrai, d'insécurité. On dit le seul qui peut nous protéger, c'est Kagame. Est-ce que c'est vraiment par amour ou c'est parce que nous sommes le maillon faible, justement? Parce que nous sommes prêts à nous vendre? Parce que le Rwanda est un pays pauvre, les pays du Nord en profitent en lui faisant miroiter un peu d'avantages, un peu d'argent. Allez tuer vos frères africains et nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons. Et là, nous devons commencer, bien sûr, sans trop se mettre en danger là aussi. Nous devons
avoir certaines... nous devons être prudents, mais dire la vérité à ceux qui sont censés être nos amis, à ceux qui nous ont introduit la notion de démocratie alors qu'ils ne la pratiquent pas à notre égard, à ces pays qui nous ont reçus, qui soutiennent Kagame pour tuer les Rwandais, pour tuer les Congolais. Nous devons leur dire la vérité. Par exemple, ceux qui vivent en Belgique devraient pouvoir le faire. En France, la même chose, parce que ce sont des pays qui soutiennent Kagame. Parfois, ils distribuent des petits morceaux de pain pour dire oh, non, 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 on a dit la vérité à Kagame. Mais non, en réalité, ils le soutiennent et ils l'incitent même à passer certaines actions que lui, peut-être, n'avait même pas imaginées. Que l'armée rwandaise aille protéger le régime béninois, le Mozambique, que le Rwanda de Kagame donne un cadeau de 800 millions de dollars au président Mnangagwa pour développer le réseau électrique du Zimbabwe, un pays qui est plusieurs fois plus riche que le Rwanda, juste parce que Kagame attend aussi l'envoi de l'échelle, le renvoi de l'échelle par rapport à tout ce qui se passe dans la région, et parce qu'il veut créer la confusion au sein de la SADC. C'est une politique globale de déstabilisation de la région des Grands Lacs, bien sûr, mais aussi de toute la région élargie, la SADC. Le Rwanda va jusqu'à insulter les autorités sud-africaines, à les opposer aux Mozambicains, déstabiliser le Malawi, envoyer des escadrons de la mort dans les pays africains comme le Malawi, la Zambie, le Mozambique, l'Afrique du Sud pour assassiner des ressortissants rwandais, ceux qui sont supposés être les opposants de Kagame. Je crois que la seule arme que nous avons, nous, c'est de dire la vérité et puis de pousser, d'insister sans jamais nous décourager. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet, mais c'est un dossier qui a beaucoup d'avenir parce qu'il y a de l'argent autour, parce que le Rwanda se sucre et au passage, les autorités rwandaises en profitent largement. Nous avons des preuves en plus. Moi, je voudrais un petit complément à cette question. En partant de ce que vous venez de dire, est-ce que ce serait une question de moralité? Parce que il y a des pays africains qui ont des armées 100 fois plus fortes que l'armée rwandaise, 100 fois mieux équipées que l'armée rwandaise, 100 fois plus disciplinées que l'armée rwandaise. Je pense par exemple à la Tanzanie, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à des pays... le Rwanda, je pense, peut être parmi les derniers pays africains qui ont une armée. D'ailleurs, le Rwanda n'a pas assez de ressources pour équiper une armée. Donc, pourquoi ces puissances, pourquoi ces compagnies internationales passent par le Rwanda? Pourquoi? Je pense que vous pouvez nous donner un peu de votre analyse de diplomate sur question de ce choix. Est-ce que ce serait, comme vous le disiez tout à l'heure, une question de moralité? Ambassadeur de Jean-Marie Fiani. Il y a plusieurs aspects que moi je vois. Hein. D'abord parce que le Rwanda, c'est un petit pays pauvre et qui ne peut pas s'autosuffire dans les conditions actuelles, surtout en considérant le mode de vie du régime de Paul Kagame, qui veut vivre... c'est un régime pacha, alors qu'il ne possède pas grand-chose de façon autonome. Donc, ils savent que tout ce qu'on lui proposera, il va accepter. Et surtout, c'est quand même un des rares, si pas le seul régime africain qui a commis des génocides, de vrais génocides. Au Rwanda, il a commis un génocide contre les populations Hutus. Nous sommes en train d'ailleurs de réaliser un mémorandum pour le prouver. C'est connu, hein? On ne va pas prouver grand-chose, mais les preuves existent, les rapports existent, et nous allons y revenir pour tout mettre ensemble. Il y a des rapports des Nations Unies
qu'on a caché une fois encore dans les tiroirs, mais ça finit par sortir. Le Rwanda a commis un génocide, comme l'en accuse les Banyamulenge, et Kigali a commis un génocide contre les populations Tutsi Banyamulenge du Sud Kivu. Ils ont prouvé cela et que ce génocide continue à travers le Red Tabara qui joue le rôle justement de génocidaire contre les Banyamulenge. Le Rwanda a commis ce génocide du Congo contre les réfugiés Hutus, burundais et rwandais, et contre les Hutus du Congo. Et ensuite contre, évidemment, le peuple congolais. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu plus de 12 millions, même s'il y avait qu'1 million de morts congolais, avec un acharnement, ils ont été tués avec une férocité, une sauvagerie qui ressemblait à un jeu, comme si Kabarebe, quand il en parle, il dit 6 millions de morts, on ne va même pas retrouver les cadavres, parce que nous les avons cachés sans doute. Et tout ça pèse sur eux. Ils savent qu'un jour, ils devront payer. Alors, lorsque les grandes puissances, surtout occidentales, leur disent, écoutez, on est là, c'est nous qui gardons les tiroirs, tout ce que vous avez fait, on le sait, mais c'est dans nos tiroirs, c'est dans les tiroirs du Conseil de sécurité, et nous sommes des membres permanents de ce Conseil, nous n'allons pas laisser faire, on ne va jamais vous livrer. Qu'est-ce que vous pensez que Kagame va dire? Il va dire, oui monsieur, Ndio Bwana. Kagame, c'est un Ndio Bwana qui fait le malin, qui fait le fort, qui fait le fier. Et en fait, c'est un Ndio Bwana. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Ndio Bwana en Swahili, ça veut dire oui monsieur. Kagame, c'est un yes man. Parce qu'il ne peut pas dire non à ses puissances. Parce qu'ils savent que ces puissances le tiennent comme ça. Il suffit qu'il lâche pour qu'il s'écrase par terre. Ça, c'est une des principales raisons. Mais Kagame sait aussi que s'il ne sort pas son armée vers l'extérieur, s'il ne montre pas le biceps, le muscle, en Centrafrique, au Mozambique et ailleurs, bientôt au Bénin, eh bien, au Rwanda, on va commencer à lui poser des questions. Donc, il a aussi des problèmes de politique intérieure. Son armée, si elle n'est pas occupée, va s'enliser dans la débauche. Il y a des ambitions qui vont naître de la part de certains officiers du FPR. Certains disent même que Kagame est mort. Moi, je pense qu'il a peut-être des soucis autres. Mais la mort physique, un jour, ça viendra aussi. Il prépare sa famille pour lui succéder. Et je pense que Kagame ne peut pas laisser son armée inoccupée. Il faut qu'elle soit en guerre partout. Il faut qu'elle soit en guerre pour que lui et sa famille et tout son entourage, en fait, continuent de profiter de... Il y en a ceux qui disent que ces immigrés qui viennent d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, c'est pour alimenter justement ces armées, ces missions militaires à gauche, à droite. Bon, mais justement, puisque nous parlions de ce projet, est-ce que ce projet, quand même, a des opposants de taille? Je lisais un article que même la compagnie aérienne qui avait un contrat d'acheminer, de transporter ces migrants, vient de rompre le contrat sur pression justement de certaines forces, et quand même que parfois on ignore, mais qui sont quand même assez puissantes pour déstabiliser certains pays, surtout dans les pays, disons, des pays de grande démocratie. Donc, je lisais un article sur le journal The Guardian. C'est un article qui est sorti
il y a 4 jours, où on disait, je vais essayer de mettre ça en français pour... Ça ne va pas trop lorgner sur votre émission Pardon? de lire tout l'article, si on tenait tout simplement Non, que... on ne va pas lire tout l'article, mais Ah, ok. je voudrais montrer la preuve qu'il y a quand même certaines forces qui Tout à fait. parviennent à déstabiliser de tels contrats que certains gens appellent immoraux, des contrats immoraux. Donc, c'est un article qui est sorti dans The Guardian, où on on dit que la compagnie aérienne engagée pour les expéditions du Royaume-Uni au Rwanda se retire du programme. Donc, cette compagnie a rompu le contrat parce que cette compagnie, d'ailleurs, qui avait d'autres contrats, notamment avec les grandes équipes espagnoles, puisque cette compagnie est située, donc est espagnole. Une certaine organisation, Freedom from Torture, a dit que we crashed the biggest Spanish football match of the year with a message for Real Madrid and Barcelona. Privileged style airlines could fly torture survivors to Rwanda, but you still use them for team flights. Voilà. Donc, il déstabilise même jusque dans le sport. Donc, il déstabilise même des grandes compagnies aériennes qui ont contracté avec... donc, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a l'archevêque de Canterbury, Justin, lui, il a dit, bon, en Angleterre, on connaît sa puissance en Angleterre. C'est lui qui met au pouvoir les rois et les reines d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, c'est elle qui dirige pratiquement, l'Église anglicane, c'est elle qui dirige le pays. C'est un pays vraiment bâti sur la croyance anglicane. Lui, l'archevêque, justement, s'est opposé fermement, mais religieusement, à ce projet. Vous pouvez citer aussi le roi Charles, hein, qui s'y est opposé royalement. Je vais vous passer quelques secondes du discours. C'est dans la... Il prêchait à Pâques, à la grand-messe de Pâques. C'est une grand-messe qui est suivie par des millions de citoyens du monde. Et il a dit clairement que le projet a de sérieux problèmes éthiques. C'était le langage de clergé, mais c'était un langage fort, dit, prononcé dans des moments très forts, tellement que la reine, certainement, a pris cela au sérieux, même le gouvernement britannique. Voilà, donc on joue un peu. Anaïs, c'était juste pour rappeler qu'en complément de ce qu'avait dit l'archevêque, le roi Charles, lorsqu'il était encore prince, s'était dit aussi choqué par cette opération. Voilà. Maintenant, il est régnant. Il est le roi. Il est devenu roi entre-temps. Est-ce qu'il va toujours défendre ses convictions à propos de ce projet? Vous voyez, c'est un projet qui a vraiment des gens qui s'y opposent et des gens non négligeables qui ont quand même... On peut passer la petite vidéo, je la passe. The principle must stand the judgment of God, and it
cannot. It cannot carry the weight of resurrection justice. It cannot carry the weight of life conquering death. It cannot carry the weight of the resurrection that was revealed first to the least valued. For as a policy, it privileges the rich and the strong. And it cannot carry the weight of our national responsibility as a country formed by Christian values, because subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well, like Rwanda, is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures. Voilà, donc c'est clair. Bon, c'est dit de façon cléricale, mais c'est un message quand même très fort qu'on ne peut pas ignorer. Disons, je parle des autorités britanniques. Voilà, pour conclure justement nos émissions, Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, je vous ai posé une question tout à l'heure si il y avait des chances que ce projet se réalise. En Angleterre, ils viennent d'avoir un Premier ministre, un nouveau Premier ministre après la démission de Liz Truss, qui n'a même pas régné, qui n'a même pas gouverné pendant 2 mois, 3 mois. C'est vraiment, on peut dire que ce projet quand même a aussi eu une influence sur disons, le vent qui a soufflé sur la gouvernance anglaise, parce que quand il y a on sait que c'est un projet qui a été conçu par un Premier ministre sans passer par les institutions. D'ailleurs, la Chambre des Lords vient de le déclarer. Il dit, ce projet, nous ne le soutenons plus, nous ne le soutenons pas. Il devrait d'abord passer par nous parce qu'il y risque de mettre en mal certains droits fondamentaux des gens. Voilà, donc la gouvernance anglaise, britannique, surtout le Premier ministre, c'est vraiment une épine dans le pied de tous les premiers ministres qui se sont succédés. Il n'y a pas une période dans une période assez courte. Comment voyez-vous justement ce dossier dans la gouvernance britannique? Écoutez, dans la gouvernance britannique, dont je ne suis pas un spécialiste, je dois avouer, c'est un système très compliqué où le roi peut être désavoué par un secrétaire d'État parce que le roi ne fait pas de la politique. C'est un système où il y a sans doute beaucoup de magouilles. Dans le passé, on en a vu. Je ne vais pas citer des noms. On ne doit pas non plus tenter le diable judiciaire. Mais je pense que ce projet peut se réaliser. Malheureusement, en étant réaliste, je me dis, après tout, c'est le même parti qui est au pouvoir. Le Premier ministre actuel, qui est d'origine indienne d'ailleurs, et d'origine, probablement d'ailleurs, d'origine africaine, comme l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères. C'est une bonne chose que l'Angleterre montre que c'est un pays qui pratique vraiment l'inclusion. Le système communautaire qu'on lui décrit, bon, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare, au contraire. Il met en valeur des personnalités d'origine étrangères, ce qui est compliqué en France parfois. Ceci dit, puisque le gouvernement ne s'est jamais prononcé contre ce projet, et puisque le parti au pouvoir, majoritaire évidemment,
pas trop majoritaire, mais quand même au pouvoir, n'a pas encore renoncé à ce projet, ce n'est pas le fait qu'une compagnie aérienne renonce à exécuter le contrat que ça arrête le projet. Non. S'il le faut, pour Kagame, en tout cas, s'il le faut, il va y mettre de l'argent. Il a assez d'argent pour acheter des avions, pour acheter une compagnie aérienne, ou pour utiliser ses amis du Qatar ou d'ailleurs, pour transporter ces gens. Tout ce qui pourrait arrêter le projet, c'est un peu de courage de la part de nos amis anglais. Si le gouvernement britannique dit, après tout, la justice européenne a tranché, les organisations des droits de l'homme sont vent debout contre nous, contre ce projet immoral et amoral, comme l'a dit le prince Charles à l'époque. Je suppose que le fait qu'il soit devenu roi ne change pas sa vision des choses. C'est la seule chose qui peut arrêter ce projet. Autrement, Kagame y tient, et certains de ses complices dans le système britannique sont aussi là. Boris Johnson est toujours là, il est très influent. On dit même que certains lui suggèrent d'être Premier ministre. Et une autre chose qui pourrait peut-être faire craquer ce bâtiment du mensonge qui cache ce projet-là, ou que cache ce projet, ce serait la création d'une commission d'enquête pour qu'on comprenne vraiment comment on en est arrivé là et pourquoi on a décidé que dès le départ, Kagame soit récompensé de 140 millions de livres. Pourquoi? Et qui était dans le coup? Et qui a profité de ces bontés? Est-ce que le citoyen britannique moyen en a tiré quelques profits, quelques avantages? Ou c'est le contraire? Cette commission d'enquête, si la démocratie britannique avait encore un sens, elle serait peut-être la bienvenue, cette commission. Et ça pourrait arrêter cette gabegie. Je pense qu'il y a eu des magouilles dans ce projet. Ce n'est pas que la volonté Non, 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 les intérêts des demandeurs d'asile ou des migrants, comme certains disent. Ils n'y trouvent pas leur compte. On les traite comme de la marchandise. On les vend. On les vend à un pays africain qui ne sait même pas s'occuper des réfugiés vivant au Rwanda correctement, qui a massacré des réfugiés congolais parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays, qui a tiré à balles réelles sur les réfugiés congolais. Et c'est à celui-là qu'on veut confier des Palestiniens, des Afghans, des Pakistanais, des Éthiopiens, des Érythréens. On veut lui confier tous ces demandeurs d'asile. Alors qu'il ne fait aucun effort pour rapatrier ses propres réfugiés. Alors qu'il trouve ces réfugiés à l'extérieur pour les assassiner. Le gouvernement rwandais assassine les réfugiés de son pays dans les pays d'asile. Mais à côté, il veut loger des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, dans des villas, dans des hôtels. Cette volonté-là, cette sorte de compassion déguisée en vente, en trafic d'êtres humains, ça ne trompe personne. Nous savons qu'il s'agit d'une question de survie du régime de Paul Kagame, parce que le régime de Paul Kagame est à bout de souffle en termes financiers, en termes budgétaires, en termes tout. Même diplomatique, aujourd'hui, tout le monde a compris, y compris ceux qui cachent les cadavres de nos parents dans leurs tiroirs. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et donc, nous concluons notre émission de ce soir ici. Ambassadeur d'Eximana Jean-Marie Vianney. La lumière que vous nous avez apportée sur ces deux grands sujets qui concernent la vie du Rwanda, de notre pays, et la vie des Rwandais, c'était important que vous puissiez nous aider dans ce sens. Et comme vous le faites d'ailleurs tout le temps, que nous recourons
votre expérience, à vos connaissances, à vos recherches. Je vous remercie donc d'être toujours disponible et nous concluons ici en vous souhaitant une excellente soirée chez vous, une bonne santé. Que Dieu vous garde pour que la prochaine fois aussi vous soyez des nôtres. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et mon bonjour à nos camarades qui vont suivre dans l'émission qui vient après. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Merci. La voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Ijwi ry'ibiyaga bigari, ijwi ry'amahoro muri Afurika. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki. Vous écoutez la voix des Kralaki, la voix de la justice et de la paix en Afrique des Kralaki.